Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va commencer par un point sur le thème, probablement le thème principal de cette semaine, à savoir celui des matières premières, qui continue de grimper les matières premières, des nouveaux points hauts pour le pétrole WTI, qui est donc le pétrole US. Le baril WTI a touché un plus haut à 82 $ en fin de semaine. C'est-à-dire son plus haut niveau depuis 2014. Si on prend le cas du Brent également, donc le Brent de la mer du Nord, donc plutôt pour la partie européenne, on est sur des niveaux qui flirtent désormais avec les 85 $ le baril, donc nouveau plus haut depuis 2018. Et puis si on regarde d'autres matières premières également, toujours liées à l'énergie, on trouve le charbon, notamment qui cote en Chine, les prix du charbon en Chine, qui ont encore accéléré de 13%, donc à la hausse aujourd'hui, vendredi, et donc toujours pas d'accalmie sur le front du charbon en Chine notamment. Le gaz, lui, s'est un petit peu stabilisé depuis quelques jours. En tout cas, il n'a pas eu de nouveaux points hauts, de nouvelles fortes accélérations depuis les propos de la Russie sur sa volonté de continuer à approvisionner, d'accroître les livraisons de gaz à l'Europe. Donc, il y a évidemment un message politique là derrière, mais en tout cas, les prix du gaz se sont un petit peu stabilisés sans pour autant fortement retomber. Donc, pas de nouveaux points hauts, mais stabilisation malgré tout. Et puis, les autres matières premières qu'on surveille également, qui rentrent dans tous les process industriels, secteur automobile ou autre, eh bien, ce sont les métaux. On a battu cette semaine un nouveau record pour le prix moyen des métaux industriels, dans lequel on trouve le cuivre, le zinc notamment. Eh bien, l'indice des métaux industriels, l'indice LMEX, a battu donc un nouveau record historique cette semaine. Donc, toujours pas d'accalmie sur le front des matières premières, et forcément donc les regards se tournent vers les résultats d'entreprise en fait. Les entreprises qui commencent, on rentre dans la saison des résultats pour l'Europe et pour les États-Unis. Donc, ce que nous allons surveiller dans cette saison des résultats, eh bien, c'est évidemment comment les entreprises parlent de cette période. Ce sont les chiffres du troisième trimestre que nous aurons donc au niveau des résultats, mais ce qui me semble sera plus important, c'est comment les entreprises prévoient le quatrième trimestre, parce que le troisième trimestre est déjà écoulé, il y aura eu un petit impact du Covid, du variant Delta sur certains résultats, mais je pense que ce qui sera le plus important, c'est de voir comment les entreprises parviennent à naviguer dans ce contexte de pénurie en termes de composants, de matières rentrant dans la fabrication de plusieurs industries, comment elles arrivent à naviguer dans ces hausses de prix, le prix du transport, donc pour se faire acheminer les matières premières qui coûtent donc plus cher notamment, comment elles naviguent dans ce contexte où certaines d'entre elles doivent augmenter les salaires plus fortement que prévu, dans les secteurs qui sont tendus en termes de recrutement, eh bien les salaires doivent augmenter, et donc voilà, comment les entreprises perçoivent ce contexte, est-ce qu'elles pensent que c'est totalement transitoire et que donc ça va se normaliser au premier semestre 2022, ou au contraire penseront-elles que, selon les secteurs, que c'est un risque de prix élevés et donc de répercussions sur les marges, si elles n'arrivent pas elles-mêmes à augmenter leur prix, eh bien est-ce qu'elles estiment que ce risque sera porté au-delà du quatrième trimestre? En tout cas, tout va dépendre pour les entreprises de leur capacité notamment à ajuster leur prix. Si effectivement les entreprises parviennent à augmenter leur prix de vente final, eh bien elles sont moins impactées évidemment en termes de marge par rapport à l'augmentation des coûts en termes d'emploi notamment, et en termes d'approvisionnement. Donc c'est ça le vrai enjeu, je pense, de cette saison des résultats qui s'est ouverte donc cette semaine en Europe et aux États-Unis, et qui nous amènera également la semaine prochaine et la semaine suivante. On aura le temps d'en reparler. La question donc de l'inflation transitoire se pose. C'est vrai que le discours des banquiers centraux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, c'est celui d'une inflation qui va être transitoire, sur laquelle on a quand même du mal pour l'instant à mettre une durée de transition. C'est ça qui est important. Oui, c'est transitoire, mais combien de temps durera cette transition? Et c'est vrai qu'on a des discours de banquiers centraux qui restent axés sur la question de l'aspect transitoire. Certains d'entre eux ont peut-être mis le pied dans quelque chose qui va prendre un peu d'importance dans les semaines qui viennent, à savoir l'aspect peut-être moins transitoire. Nous avons eu hier un discours une petite phrase de Barkin, qui est donc un membre du FOMC, c'est-à-dire le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Et Barkin a dit quoi? Il a dit que s'il s'avérait que l'inflation n'était pas seulement transitoire, qu'il n'y aurait pas de honte à le dire. Et donc, il n'y a peut-être pas de honte à le dire, mais c'est en tout cas pas le plan qui avait été établi jusqu'à présent par les banquiers centraux dans leur communication, en tout cas aux acteurs économiques, aux marchés et aux particuliers en fait. Donc ce serait quand même un changement important, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a deux choses qui sont assez divergentes. Quand vous regardez les taux long terme aux États-Unis, le taux 10 ans par exemple, le taux de référence à 10 ans américain, cette semaine il est parti un petit peu à la baisse.
Et c'est plutôt surprenant parce que, on le disait, les matières premières, elles, n'ont cessé de grimper cette semaine. La plupart d'entre elles, en tout cas, hein, tout ce qui est pétrole notamment. Pour autant, les taux longs se sont un petit peu tassés et on a vu justement que ces derniers jours, ça a plutôt plu au marché, cette détente des taux, parce que effectivement, des marchés qui sont toujours assez sensibles à cette question d'effet TINA. L'effet TINA, c'est l'effet There is no alternative, qui signifie qu'on achète des actions parce qu'on estime que les rendements obligataires sont trop faibles. Et bien le marché a rejoué en fait cet effet TINA aussi bien sur les valeurs de croissance, donc un type valeur technologique par exemple, ou les valeurs cycliques, typiquement l'industrie automobile, tourisme ou loisirs ou autre. Et donc on a cette réaction qui est un peu surprenante, je trouve en tout cas, des taux qui repartent à la baisse, les taux longs, notamment un petit peu en Europe et aux États-Unis, alors que dans le même temps, vous avez une mesure qui est faite des anticipations d'inflation, donc c'est un marché qui permet de mesurer le niveau d'anticipation d'inflation, et sur ces courbes d'anticipation d'inflation en zone euro et aux États-Unis, on n'a pas d'accalmie pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a toujours des anticipations qui continuent de grimper. Donc pour le marché, il n'y a pas d'accalmie en vue sur la question des prix, en tout cas sur les éléments que nous recevons actuellement. Et si on regarde également la question des marchés monétaires, ceux qui anticipent les probabilités de redressement de taux des banques centrales, si on prend le cas des futurs Fed Funds, donc qui permettent de mesurer les probabilités de redressement des taux de la part de la Fed, eh bien on voit quoi? On voit que ces probabilités pour des redressements de taux sont accrues plus tôt dans l'année. C'est-à-dire que jusqu'à présent, après la dernière réunion de la Fed, le consensus tournait aux alentours d'une première hausse de taux de la part de la Réserve fédérale au mois de décembre 2022. On regarde ces probabilités et on voit quoi? Eh bien que dès le mois de septembre, il y a 67% de chances, selon ce pricing des marchés monétaires, il y a 67% de chances d'avoir une hausse de taux dès le mois de septembre. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce que on a d'un côté le sentiment qu'effectivement, eh bien, l'inflation peut être transitoire, que les banques centrales continuent d'employer ce discours, mais une partie du marché, lui, considère qu'il y a peut-être un risque que ce soit moins transitoire que prévu, ou en tout cas que cette transition puisse durer un peu plus longtemps et que l'inflation puisse se maintenir sur des niveaux élevés un peu plus longtemps. Et une partie de ce marché, lui, considère qu'effectivement, il faudrait commencer peut-être à envisager l'hypothèse d'un relèvement de taux dès le mois de septembre. Et c'est important parce que ça veut dire que entre le début du ralentissement des achats d'actifs, qui va donc commencer aux États-Unis probablement au mois de novembre, si vous devez avoir un relèvement de taux parce que l'inflation est plus persistante que prévu au mois de septembre, ça veut dire que vous allez devoir enchaîner très rapidement ce qu'on appelle un tapering, c'est-à-dire un ralentissement total des achats d'actifs, et qu'ensuite, quelques mois après, mais très rapidement, donc l'espace de fin de tapering et premier redressement de taux, et bien en l'espace de moins de 11 mois, ce qui est court à l'échelle de banque centrale, et bien vous aurez un arrêt complet des 120 milliards d'achats d'actifs qui avaient lieu jusqu'à présent tous les mois, plus une hausse de taux, peut-être à l'automne 2022. Et ça, effectivement, il n'est pas certain que les marchés obligataires soient positionnés par rapport à ça, et peut-être pas aussi le marché action, on s'attend, en tout cas certains segments qui sont sensibles à la question des taux. Donc ça c'est quand même un élément qu'il faut surveiller, parce qu'on voit que la volatilité est quand même retombée. Alors attention, cette volatilité qui retombe, c'est évidemment une bonne nouvelle pour les marchés actions qui se sont repris en fin de semaine. Toutefois, le scénario donc reste valable, reste positif à moyen terme pour le marché action, parce que toutes ces questions de prix, de hausse de prix ou autres sont quand même liées à des phénomènes d'embouteillage au niveau mondial. Ça traduit aussi un appétit de consommation et une dynamique d'activité des entreprises qui est là. Et comme beaucoup d'entreprises dans plusieurs pays au même moment ont les mêmes besoins, parce que leurs clients ont les mêmes besoins, ça génère ces phénomènes d'embouteillage absolument colossaux au niveau mondial. Donc c'est quand même plutôt le signe d'une économie qui est dynamique que l'inverse. Mais encore une fois, entre la traduction de cette économie dynamique et qu'elle tourne logiquement bien, et une phase de tension que nous décrivons actuellement sur les matières premières, sur les coûts salariaux ou autres, c'est dans cette phase-là qu'il est encore peut-être nécessaire pour les marchés de continuer à consolider un petit peu avant de reprendre leur course haussière. Donc ça on le suivra évidemment dans les jours qui viennent. On remarque cette semaine également sur le thème des devises une petite baisse du dollar. On a vu que le dollar s'est un petit peu replié par rapport à l'euro, par rapport à la livre notamment. Donc c'est à surveiller parce que ça permet notamment à certains actifs comme l'or ou l'argent de retrouver quelques couleurs. On a vu un petit rebond de l'or et de l'argent cette semaine sur la base d'un repli du dollar, plus globalement du dollar index. Donc ça c'est un élément à surveiller qui pourrait densifier l'hypothèse d'un rebond plus fort de l'euro, d'un rebond plus fort de la livre aussi qui peut rebondir par rapport à des questions d'inflation forte au Royaume-Uni et de hausse forte également des salaires, des hausses de salaire de plus de 7% sur les 3 derniers mois jusqu'au mois d'août en rythme annuel.
et une inflation qui est au-delà de 3%, donc la Banque d'Angleterre qui est probablement sur le point de redresser ses taux, de procéder à un premier relèvement de taux d'ici la fin de l'année, ce qui serait évidemment une opération qui se ferait bien avant la BCE ou la Banque Centrale Américaine. En tout cas, la Banque d'Angleterre dispose de moins de marge de manœuvre que la BCE, notamment sur cet aspect-là. Donc au niveau de la saison des résultats, on va surveiller ça dans les jours qui viennent, sur différents secteurs. Pour les grosses valeurs technologiques américaines, ça commencera à arriver un petit peu la semaine prochaine, mais c'est surtout la semaine d'après où nous verrons tous les cadors de la tech américaine, les Amazon, Apple ou autres, qui communiqueront leurs résultats. Au niveau des estimations de bénéfices par action, ces derniers mois, sur les 2-3 derniers mois, la courbe était plutôt plane. Ça veut dire que pour les analystes, il n'y a pas forcément une saison exceptionnelle à attendre sur les résultats des entreprises, pas pour autant mauvaise, mais des bénéfices par action plutôt stagnants. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort des consensus. Donc voilà, on va suivre tout ça en détail dans les jours qui viennent. On va terminer avec un petit point sur la Chine, puis on passera au programme pour la semaine prochaine. La Chine donc, qui va rester un centre d'attention fort pour les marchés. Pourquoi? Parce que normalement la semaine prochaine, sauf cas particulier ou sauf miracle, on peut le dire comme ça, le défaut d'Evergrande, donc ce mastodonte de l'immobilier chinois, devrait faire défaut. On est déjà sur la 3e semaine de non-remboursement des intérêts sur la dette offshore, donc une dette détenue à l'étranger. On sait qu'il y a une période de 30 jours qui permet de redresser le tir et de corriger cette situation si l'entreprise en a la capacité. Si elle ne le fait pas, donc au bout de 30 jours après le premier non-paiement des intérêts, le défaut est prononcé. Et dans ce cas-là, la question un petit peu de l'inconnu se pose. La Chine dit que, la Banque centrale chinoise dit que le risque pour le système financier est maîtrisable. Qu'en sera-t-il réellement? Voilà, c'est un peu comme le suspense pour la semaine prochaine, donc très probablement semaine prochaine, des nouvelles en provenance de Chine et d'Evergrande, normalement, qui acteront le défaut du géant immobilier et aussi d'autres géants immobiliers qui sont également dans la tourmente en ce moment. Ça se traduit par une hausse assez forte, même très forte, des taux d'intérêt de la dette des entreprises dites high yield en Chine. C'est-à-dire qu'il y a un tel risque de défaut que le rendement de la dette high yield s'envole complètement, situation que nous n'avons pas en Europe et aux États-Unis, et espérons que ça reste le cas, sinon ça voudrait dire qu'il y aurait contagion. Pour l'instant, ça reste quand même très localisé à la Chine, donc tant mieux parce qu'il n'y a pas d'effet de contagion mondiale, mais la semaine prochaine devrait quand même être une semaine sous surveillance par rapport à cette question du devenir du groupe Evergrande. Et probablement peut-être avec le début de peut-être de grandes manœuvres de la part de l'État chinois, même s'il veut laisser les acteurs économiques faire leur boulot, c'est-à-dire les entreprises qui peuvent racheter une partie des actifs, prolonger certains chantiers, etc. Ça devrait être fait de manière naturelle par les milieux d'entreprise, mais on verra comment ça se gère au niveau politique, par la Banque centrale chinoise notamment, et puis par le gouvernement chinois dans son ensemble. Semaine prochaine, rapidement, qu'est-ce qui nous attend? Lundi, on aura donc des chiffres sur la Chine, à nouveau, que l'on surveillera avec attention. Ces chiffres vont concerner la production industrielle, les investissements, les ventes au détail. Donc c'est vraiment la série de chiffres qu'on surveille une fois par mois qui est importante pour la Chine. Mardi, on se penchera sur les États-Unis avec les statistiques immobilières, notamment les permis de construire et les mises en chantier, ainsi que des déclarations prévues de certains membres de la Fed, notamment Bostic et Daly, qui vont s'exprimer mardi prochain. On aura ensuite mercredi l'inflation au Royaume-Uni, donc on en parle à l'instant, à surveiller de très près, parce qu'il y a vraiment des effets accélérés, accentués au Royaume-Uni liés au Brexit, des effets de manque de manœuvre, de pénurie, et ça pèse un peu plus fortement sur l'inflation que l'inflation que nous observons dans plusieurs pays, en tout cas en moyenne au niveau de la zone euro, ou dans certains pays comme la France par exemple, qui souffrent un peu moins de cette situation. C'est quand même une situation qui est assez propre au Royaume-Uni sur certains aspects, et donc à surveiller parce que ça peut faire réagir évidemment la Banque d'Angleterre. Jeudi, on surveillera des éléments sur j'ai un petit trou de mémoire. Jeudi, est-ce que nous aurons des grosses statistiques? Oui, enfin pas de grosses statistiques, une statistique hebdomadaire qui est les inscriptions hebdomadaires au chômage, mais on les surveille ces statistiques parce qu'elles donnent aussi le pouls de l'économie américaine, notamment par rapport à une dynamique et par rapport à l'évolution des achats d'actifs de la Fed. Le fameux tapering. Si on continue à voir ce qui est le cas, c'était le cas cette semaine, de bonnes statistiques sur la diminution des inscriptions au chômage, sur la baisse des allocations continues, des demandes d'allocation continue, des demandes continues d'allocation au chômage, qui sont tombées sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis mars 2020, ce qui est donc plutôt un bon chiffre, ça accentuera le sentiment de la proximité, du ralentissement des achats d'actifs de la Fed. Donc ça c'est pour jeudi, puis on terminera tranquillement la semaine vendredi
avec les indicateurs PMI, donc ce sont les indices d'activité pour le secteur manufacturier et le secteur des services. On aura des PMI pour la zone euro et pour les États-Unis. Voilà pour ce qui nous attend dans les jours qui viennent. Excellent week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast hebdo. Au revoir. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.